Alors bonjour et bon midi, bienvenue à notre quotidienne, c'est la quotidienne agricole et agroalimentaire, c'est celle du mercredi 15 avril auquel vous assisterez en compagnie de différents invités. Il sera question encore aujourd'hui d'agriculture, d'agroalimentaire, de ce satané coronavirus qui modifie nos vies et qui nous oblige à rester en confinement, en isolement un peu partout, ce qui par contre nous permet de réunir beaucoup de gens, d'intervenants d'un peu partout qui ont beaucoup de temps pour réfléchir ou pour travailler ardemment à la suite des choses en agriculture et en agroalimentaire. Nous vous en présenterons plusieurs encore ce midi. Je vais d'abord vous présenter, bien sûr, celui qui est toujours à la régulière avec nous, Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Bonjour Éric, ça va très bien. Tout se passe bien. On voit d'ailleurs à l'écran qu'on a déjà plusieurs personnes installées qui pourront participer à notre émission. Je présenterai ces gens-là au cours des prochains instants. D'abord, on a assisté ce matin à une conférence fort intéressante d'ailleurs de la ministre de l'Agriculture au Canada, la première femme à occuper ce poste, une Québécoise, Marie-Claude de Bibeau, pour l'identifier formellement. Tu étais là en compagnie de 47 autres journalistes, justement utilisant la technologie Zoom, ce qui est très commode, très pratique. Ça a donné des questions et quand même, fil à suivre qui était intéressant. On va écouter dans un petit instant la question qu'en fait tu as posé deux questions, ce qui va nous mettre en contexte du premier invité. D'abord, Guy Duval, il y a des nouvelles qui ne sont pas passées ou qui sont passées inaperçues hier. Allons-y tout de suite, justement pour mettre la table à l'émission de ce midi. Le gouvernement fédéral qui annonce 50 millions pour les travailleurs étrangers temporaires. Quelle est la nouvelle, Guy? Oui, c'est pour accueillir en fait de façon sécuritaire les travailleurs étrangers. Alors, on va donner 1 500 $ par travailleur qui pourra servir à mettre en place toutes les mesures nécessaires, le protocole d'isolement, que ce soit de l'aménagement des résidences, louer des chambres d'hôtel. Ça pourrait même servir à payer une partie des salaires. Alors ça, c'est la première nouvelle qu'il y a eu. Puis ce matin, il y a une conférence de presse qui peut un peu rajouter sur ça. Alors, on va s'y diriger tout de suite. Je pense, Yannick, qu'avant d'aller plus loin avec nos invités, on devrait prendre un petit moment pour écouter deux questions. Ça dure 3 minutes. Ça fait partie du point de presse ou en fait la rencontre qu'a eu Mme Bibeau avec les journalistes d'un peu partout au Canada. Voici ce que ça donne en roulant la vidéo. Mme Bibeau, en fait, depuis votre passage à notre quotidienne téléweb, les premiers travailleurs étrangers, comme vous l'aviez promis, arrivent. Donc, les producteurs maraîchers sont rassurés. La première portion de la question serait de vous demander, est-ce que vous confirmez aujourd'hui que tout le protocole de surveillance sanitaire va se faire strictement à la ferme ou vous évaluez quand même d'autres options? Et la deuxième question, ceux qui sont beaucoup moins rassurés dans notre quotidienne d'hier, ce sont les transformateurs laitiers qui d'ailleurs n'ont pas été très tendres envers le gouvernement fédéral hier. Si vous écoutez du Boivin, vraiment pas très tendres avec le gouvernement fédéral. Et les transformateurs laitiers nous disent que dans la situation actuelle, si rien ne se passe pour eux, au lieu de s'entendre avec les producteurs, ils vont peut-être finir par s'entendre un jour avec les distributeurs et ça risque d'être pas mal la fin de la gestion de l'offre un jour. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Bon, alors pour ce qui est de la période d'isolement, ça va se faire à la ferme dans certains cas, mais je sais qu'il y a certaines régions, certaines provinces qui considèrent prendre en charge tous les travailleurs quand ils arrivent au pays et de leur faire passer la période d'isolement là, de façon regroupée avant de les envoyer dans les différentes régions. Au Québec, en ce moment, l'orientation semble plus… au niveau fédéral, notre réponse est claire, on donne un soutien financier, mais c'est encore possible que certaines régions s'organisent pour regrouper les travailleurs et leur faire passer la période d'isolement dans un lieu commun, particulièrement là où les lieux de résidence là, ne sont pas appropriés, ne permettent pas de rencontrer les règles d'isolement. Donc, c'est possible de les envoyer dans des hôtels ou je donne toujours l'exemple de résidences étudiantes, par exemple. Dans quel cas, c'est plus le producteur qui est responsable, mais la région? Bien, c'est toujours le producteur ultimement, mais à partir du moment où ils s'organisent, ils vont partager la responsabilité, ils vont diminuer les risques, ils vont diminuer les coûts.
Mais ultimement, le producteur a la responsabilité d'offrir les installations adéquates pour que le travailleur puisse faire sa période d'isolement. Si toutes les mesures ont été mises en place et que c'est le travailleur qui fait le délinquant, là, c'est le travailleur qui devient responsable. Mais le producteur doit offrir l'habitation, la nourriture, les produits sanitaires nécessaires pour que l'isolement se fasse adéquatement. Pour répondre à la question sur le lait, je crois qu'on a un système de gestion de l'offre qui est extrêmement fort et qui va être capable de s'adapter. On comprend qu'il n'y a pas de robinet sur les vaches, que du jour au lendemain, c'est très difficile de s'adapter à la variation de la demande. Les premiers jours, il y avait eu des achats impulsifs qui avaient envoyé un signal à la hausse. D'ailleurs, ils avaient eu une journée de plus de production. Et rapidement, les restaurants ont fermé, donc la demande a diminué de façon significative. On a juste à penser au fromage à pizza. Alors, l'adaptation prend quand même un certain temps. La Commission canadienne du lait a les mécanismes nécessaires pour absorber le choc dans une certaine mesure, entreposer du beurre, entreposer du fromage. Ils ont déposé une demande qui est en train d'être analysée en ce moment pour pouvoir augmenter leur capacité là, de justement gérer les stocks pour diminuer les impacts sur nos producteurs. Voilà, dis-je, c'est ce qui a été entendu lors de ce point de presse ce matin. C'est à 10 h où on avait été convoqués les journalistes d'un peu partout. Yannick, je te laisse la suite. Oui, alors Éric, et bonjour à tous. Donc, comme on a pu le voir, Mme Bibeau répond, je pense, très bien sur les travailleurs étrangers en nous spécifiant que le protocole est un petit peu évolutif, d'après ce qu'on peut en comprendre, et tant mieux. Pour ce qui est de la question sur le lait des transformateurs, je pense qu'on n'a pas exactement la réponse. C'est un peu évasif sur le fait qu'effectivement, la gestion de l'œuf, c'est très bien, mais ça, tout le monde le dit, la gestion de l'œuf, c'est très bien. En même temps, tout le monde dit qu'il faut la moderniser. Donc, le sujet n'est pas vraiment éclairci avec la réponse de Mme Bibeau de ce matin. Mais on a en entrevue tout à l'heure Mathieu Frigon, qui est le directeur général de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Mathieu, bonjour. 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 Et alors, tu as dû entendre comme nous la réponse de Mme Bibeau, qui reste effectivement, à mon sens, assez évasive. Est-ce que du côté des transformateurs laitiers, les échos que tu as au sein de l'association, est-ce qu'on te dit effectivement ce discours, ben là, on pourra pas tenir si longtemps que ça s'il n'y a pas d'aide du fédéral et on va devoir se tourner vers les distributeurs? Mais en fait, faut contextualiser. C'était un secteur qui était déjà en difficulté. Là, je parle notamment de la transformation. On était en attente de compensation pour le partenariat transpacifique. Également, l'accord de libre-échange avec l'Europe. S'il y a de quoi, on avait même sous-estimé l'impact de ces accords-là. Ce qui est arrivé, il y a eu de l'accès qui a été concédé, comme vous le savez, à travers ces deux accords de libre-échange. Il y a évidemment l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, qui nous prend également au bout du nez, qui a aussi accordé des accès en plus des plafonds à l'exportation. Donc, déjà en pourparlers, ça allait quand même bon train pour des compensations au titre de des impacts de ces trois accords-là. Ce qui est arrivé avec la crise du COVID-19, ça a en fait empiré la situation. Comme vous le savez, ça a été mentionné dans une précédente émission. Le marché de la restauration, HRI, qu'on appelle hôtel, restaurant, institution, tirait environ 35% du lait. Du jour au lendemain, il y a une part significative de ce marché-là qui est partie, puis c'est extrêmement dommage. Il n'y a rien de pire comme pour un producteur, ça a été mentionné encore là à votre émission hier, de jeter du lait. Mais ça a été un choc énorme du côté de la demande. Un choc qu'on a vu d'ailleurs partout. C'est un choc aussi aux États-Unis. La différence aux États-Unis, c'est que c'est un mécanisme très différent, très complexe, mais très différent, parce que le prix s'ajuste à tous les mois. Ce qu'on a vu des effondrements de prix de l'ordre de 30% aux États-Unis. Le paradoxe dans la situation actuelle, c'est même si on baissait le prix, l'équilibre ne va pas se refaire sur le marché parce que ça ne ramènera pas le marché de la restauration qui est évidemment... Il y a une trop grosse baisse de consommation pour pouvoir trouver l'équilibre, c'est ce qu'on comprend. Et c'est exactement ça. Puis, ça a été mentionné à plusieurs reprises, les vaches, c'est pas équipé de robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc, je sais que M. Charlebois dit « on jette toujours du lait », mais je dirais que généralement, on fait un très bon travail pour arrimer l'offre à la demande des produits laitiers. Quand il y a un choc du côté de la demande, puis
dans le futur, ça peut être un choc du côté de l'offre, on ne le sait pas. Là, je sais que c'est un épisode ou quoi que ce soit. C'est là que la difficulté arrive. C'est pas une difficulté qui est liée à la gestion de l'offre comme telle, parce qu'on a vu des quantités de lait qui a été jeté aussi aux États-Unis dans le contexte d'un système complètement différent. Mais à votre niveau, vous êtes directeur de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Quand on dit le fonctionnement de la CCL, la Commission canadienne du lait, ça prend une collaboration de tout le monde. En fait, on nous dit qu'il y a un consensus, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. Et c'est comme moi, je crois comprendre que c'est un peu comme un système de balancier. Actuellement, il y a quand même une bonne entente transformateurs et producteurs. D'ailleurs, Luc Boivin nous l'a confirmé hier. Là, maintenant, la crainte, c'est si les transformateurs payent toujours leur lait trop cher par rapport à ce qu'ils peuvent le payer, il va falloir s'allier avec d'autres personnes. Est-ce que les autres alliés vont être les distributeurs au détriment des producteurs? C'est un peu ça la question qu'on a posée à Mme Bibeau ce matin. C'est un peu la question qu'on vous pose aussi. Est-ce qu'au niveau de DIPAC, de l'Association des transformateurs laitiers, c'est une question qui se pose aussi quand vous parlez aux transformateurs laitiers? Est-ce qu'ils disent, finalement, si on n'a pas d'aide du fédéral, parce qu'ils n'en ont pas eu, les transformateurs, quand les producteurs en ont eu, bien avant la crise COVID-19, dans la suite des traités, ils n'en ont pas plus pendant la crise. Est-ce que s'il n'y a pas d'appui du fédéral, ils vont dire, regarde, bye-bye fédéral, puis on va s'organiser? Oui, on n'est pas rendu à ce stade-là, assurément. Il y a une bonification des programmes de la CCL pour minimiser le lait qui est jeté à la ferme. Une augmentation des programmes d'entreposage, ce qui va avoir un effet sûrement à court terme, et aussi probablement une réduction de la production qui va avoir aussi un effet. Mais pour revenir à votre question, de regarder du côté de la distribution, c'est pas quelque chose où on est rendu en ce moment. Ce qu'on voit quand je parlais que le secteur était déjà en difficulté avant même cette fermeture des marchés puis ce choc au système-là, on a vu dans les 2-3 dernières années vraiment un très grand changement de dynamique quand on regarde la relation avec le détail et ce que j'appelle la transmission des prix. Là, mon mémoire de maîtrise, c'était sur la transmission des prix dans la filière laitière. On regarde, j'ai des données sur l'augmentation du prix à la ferme versus au détail au cours des 5 dernières années. On voit des changements importants. Par exemple, le prix du lait de consommation, parce qu'il y a des classes de lait, là, évidemment, comme vous le savez. Donc, le prix à la ferme pour le lait de consommation a augmenté de 7 %. Le prix au détail a augmenté de 5 %. Dans le cas du beurre, plus 17 % à la ferme. Au détail, plus 11,6 %. On n'a pas les prix de gros, donc je fais juste comparer l'évolution du prix à la ferme avec l'évolution au prix de détail. On voit vraiment une différence marquée. Le cheddar à la ferme, plus 0,1 %, moins 4,7 % au détail. Donc, on voit vraiment un lien qui a été brisé au niveau de la dynamique là, en aval de la production laitière. Puis ça, c'est assurément quelque chose sur lequel il va falloir se pencher parce que une des prémices du système de gestion de l'offre, c'est la transmission parfaite des prix entre le détail, entre la ferme et le détail, c'est-à-dire entre la ferme et le consommateur. Ce qu'on voit, basé sur les données là, de Statistique Canada, c'est que ce lien-là est brisé. Puis assurément, on a entrepris des discussions pour sensibiliser les producteurs. On a eu une très bonne réponse jusqu'à maintenant à cette nouvelle problématique-là. Puis elle est très, très facile à documenter. On voit sur les sites de Statistique Canada, on voit que dans le passé, il y avait une transmission parfaite des prix jusqu'environ de 2010. Ce lien-là, surtout depuis 2012, mais encore plus dans les 2-3 dernières années, était assurément brisé. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la ferme et le consommateur? Il y a une contraction des marges, assurément. On n'a pas des données aussi bonnes là-dessus sur le prix de gros, mais ça démontre qu'il se passe de quoi, qu'il y a un changement de dynamique important. Puis moi, je dirais que les décisions gouvernementales qui ont lieu, que ce soit de donner l'accès, ont eu assurément un impact sur cette dynamique-là. Surtout de donner des contingents tarifaires à des joueurs non laitiers, quand on donne ça à des surtransformateurs. On prend l'accord sur l'Union européenne, par exemple, des surtransformateurs qui sont des joueurs non laitiers ou surtout les détaillants qui sont des clients. Assurément, ça a eu un impact sur cette dynamique-là, puis c'est quelque chose à laquelle il va falloir
va falloir regarder de très près. Alors, dernière question, Mathieu Frigon, et d'ailleurs, ça fera partie possiblement de la première question aussi à M. Richard Ouellet, qui est le spécialiste en traités internationaux, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et peut-être à Luc Boivin et aux autres intervenants à l'Institut Jean Garot. On peut se poser la question, quand on voit que le gouvernement fédéral ne donne pas d'appui aux transformateurs laitiers suite aux traités internationaux avant la COVID, ne donne pas d'appui aux transformateurs laitiers pendant la COVID, est-ce que ça ne fait pas l'affaire de certains fonctionnaires au commerce extérieur, finalement? Oui, spéculatif comme question, mais je pense qu'il y a une bonne volonté. Comme je disais, il y avait les discussions allaient bon train avec le bureau de la ministre avant la crise. Là, toute cette crise-là, je parle du COVID-19, a déplacé les choses dans le temps, mais j'ose espérer que les discussions qu'on avait avant la crise vont porter fruit. Comme je le disais, les tendances qu'on voit là, au niveau des prix à la ferme, des prix à consommation, n'est pas une tendance qui peut être durable. Tu sais. Donc, il y a quelque chose à un moment donné qu'il va falloir qu'il se passe. Je sais que Luc parle souvent de consolidation, ce genre de choses-là, mais c'est assurément pas une tendance qui peut être durable. Puis, assurément, regardez, il y a du lait il y a du fromage qui se vend, qui rentre au port de Montréal à 7,50 $. Le prix du lait au Canada est à 8 $, 9 $ pour faire du fromage avant transformation. De penser qu'on peut compétitionner avec ça, c'est utopique dans le contexte actuel. Puis c'est le genre de choses qu'il faut regarder de près. Je pense que peut-être qu'on parle soit des fonctionnaires ou même au niveau de mon association, probablement que l'analyse qui avait été faite, c'est si on donne 10% du marché, 10% d'accès à notre marché, par exemple, là, à travers les 3 accords les plus récents, bien, il y a uniquement ce 10%-là du marché qui va être affecté. Ce qu'on voit au niveau de la transformation laitière, c'est les prix de gros ne sont pas réglementés contrairement aux prix à la ferme. Ça a eu un impact sur 100% du marché. Évidemment, le volume s'est rétréci ou va se rétrécir, je devrais dire, de 10%, mais c'est les prix de l'ensemble de la filière là, au niveau du gros, les prix de gros, qui ont été affectés, non pas uniquement ce 10% du marché-là. C'est à tout le moins ce qu'on voit à partir des quantités qui sont rentrées. Là. On est rendu à peu près à la moitié de la période de mise en œuvre de l'accord avec l'Europe, donc on a quand même un très bon échantillon. Là, on a la moitié des volumes, on est rendu à la moitié des volumes. Puis ça s'est attaqué à un marché qui était quand même somme toute lucratif, qui est des fromages fins, etc. Puis c'est ce qu'on voit à date, c'est que ça a eu un impact sur l'ensemble du marché, non pas juste sur cette partie du marché-là auquel un accès a été donné. Merci, M. Frigon. Merci, Yannick. Merci. Mathieu Frigon, il est président directeur général de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Notre premier invité aujourd'hui. On a parlé un peu de marchés internationaux. Je laisserai donc la parole à Guy Debailleul pour nous présenter notre deuxième invité aujourd'hui. Monsieur Debailleul. Oui, merci Éric. Oui, alors notre deuxième invité est Richard Ouellet. Richard Ouellet est professeur de droit du commerce international à l'Université Laval. Et on l'a entendu très souvent au cours des dernières années parce qu'il a eu l'occasion de suivre de près la préparation et la conclusion des accords de libre-échange, aussi bien avec l'Union européenne ou plus récemment la deuxième version de l'accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis, mais aussi il a suivi aussi depuis plus longtemps les négociations sur l'Uruguay Round qui ont conclu en 1994. Donc, c'est un de nos grands spécialistes en la matière. Pourquoi on avait envie de l'entendre aujourd'hui, c'est éventuellement sur les éléments dans ces accords ou même dans l'Uruguay Round qui peuvent être invoqués ou mobilisés dans un contexte comme celui qui est créé par la pandémie. Alors, je ne sais pas si je propose à Richard de s'exprimer d'emblée là-dessus et puis on revient sur certains autres aspects. M. Ouellet. Oui, oui, monsieur. En fait, la réaction qui m'a été demandée, c'est un peu de savoir si ce que font un certain nombre d'États qui essaient un peu de
de s'assurer de l'approvisionnement de leur population en restreignant des exportations, notamment, est quelque chose qui passe la rampe dans le système commercial international. Il y a différents éléments de réponse qui sont plus ou moins balisés déjà par le droit international. Et il y a des éléments de réponse qui sont plus ou moins bien acceptés par les partenaires commerciaux. Pensons par exemple à une restriction à l'exportation que pourrait prononcer un État pour s'assurer de l'approvisionnement de sa population. Donc, interdire la sortie de produits alimentaires, par exemple, pour s'assurer que chez soi, les gens ne manquent de rien. Il y aurait d'abord le bon vieux GATT de 1947 que d'aucuns connaissent, qui permet à l'un de ces articles, le paragraphe 2A de son article 11, pour ceux qui goûtent le droit international économique, permet à un État qui craint une situation critique causée par une pénurie de restreindre les importations de certains produits. C'est un article qui est invoqué à plusieurs reprises là, depuis à peu près un mois par un bon nombre de membres de l'OMC, non pas pour les produits agricoles, mais pour l'équipement médical. Plusieurs pays ont interdit l'exportation de certains produits. On peut penser aux masques, on peut penser aux gants chirurgicaux, on peut penser aux blouses, aux appareils respiratoires, pour s'assurer de ne pas manquer d'un certain nombre de ces produits essentiels. Peu de cas, très peu de cas ont été invoqués en matière agricole. À ma connaissance, il n'y en a pas eu depuis la COVID, enfin pour ce qui est de l'exportation de produits agricoles. Et il faut savoir une chose, c'est que recourir à cet article-là du GATT est extrêmement mal perçu. C'est perçu par les partenaires commerciaux comme une espèce de mise à l'écart du pays, une espèce de sortie temporaire ou partielle du système commercial multilatéral. Et on est vu comme un mauvais joueur quand on invoque cet article-là. On pourrait aussi penser que des États pourraient fermer leurs frontières pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, en disant que l'on craint l'importation des produits agricoles venant d'un autre pays, pensant que ces produits-là peuvent être des vecteurs de transmission du virus. Bon, à ma connaissance, je ne suis pas un infectiologue ou un microbiologiste, là, mais à ma connaissance, il n'a pas été démontré que les produits de consommation humaine, là, les produits agricoles que nous mangeons, puissent être des vecteurs en soi. Il s'agit tout simplement de les laver comme on les lave pendant n'importe quelle autre période là, de notre vie. Donc, il n'y a pas de risque particulier à cet égard-là, mais à supposer qu'un État invoque ce type d'argument-là, il pourrait s'en prévaloir en vertu de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. Il pourrait le faire en mode urgence, c'est-à-dire sans avoir les preuves de la transmission de la maladie. Il pourrait aussi le faire donc sans avoir tout à fait réussi là, à faire la preuve par des études scientifiques reconnues, crédibles, valables, que les produits posent un risque à la santé des personnes ou des animaux ou des végétaux. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut le faire, et ça, ce sont des balises qui sont posées par le droit de l'OMC, il faut le faire sur une période temporaire et en prenant l'engagement de vérifier, à la lumière de ce que la science apporte, de ce qu'apportent les organisations scientifiques, de ce qu'apportent les autres États, donc à la lumière des connaissances qu'on a sur la transmission des maladies. Et donc, on ne peut pas le faire là, comme ça par caprice ou par pure frayeur. Il faut avoir de base pour justifier ce type de mesure. Monsieur Ouellet, juste pour préciser, on croit comprendre en fait que oui, il y a des mesures possibles par les différents pays, mais il n'y a aucun article dans les traités internationaux signés récemment qui spécifie une éventuelle pandémie. Ça n'existe pas dans les traités. Non, c'est pas le. En fait, il n'y a pas de. La situation en soi d'une pandémie n'est pas évoquée dans les accords de commerce, même pas dans les récents accords régionaux. On parle généralement de situations critiques. On parle de risque de pénurie, ou alors on parle de menace à la sécurité nationale. Mais menace à la sécurité nationale, on entend par là plutôt un risque à la société en général. On parle d'armement, on parle de tensions armées. On parle de ce genre de choses.
Et donc, les accords de commerce se prêtent plus ou moins à l'application en cas de péril du genre que l'on connaît maintenant. Je voudrais revenir sur certains points, Richard. Vous avez évoqué le fait que, bon, pour le moment, ça n'a pas encore été invoqué pour le secteur agricole, la nécessité de prendre des mesures de restriction aux exportations, mais que éventuellement, il y a eu on l'a invoqué pour l'exportation de matériel médical ou des masques, etc. Oui. Donc, cette possibilité existe dans l'accord de Libre-Échange, mais en même temps, on observe que les États-Unis, eux, ont invoqué une loi de 1950, je pense, le Defense Protection Act, pour recourir à cette mesure. Oui, en fait, ça, c'est une spécialité américaine. C'est-à-dire que les États-Unis invoquent une loi nationale américaine pour justifier une mesure de commerce international. N'en demeure pas moins que le droit international a ses règles et que s'il devait y avoir une plainte contre les États-Unis, par exemple devant l'OMC, mais on sait combien les tribunaux à l'OMC se portent mal, on n'arrive plus à les faire fonctionner. Si éventuellement il devait y avoir une plainte contre les États-Unis, c'est en droit international qu'il faudrait justifier les mesures américaines et pas en vertu du droit américain. Mais vous avez raison de le souligner, quand les Américains décrètent ce genre de choses-là, ils ne prennent pas la peine de dire en vertu de quoi ils le font en droit international, ils le justifient par leur droit interne à eux. Et donc, oui, ils ont invoqué la Defense Production Act de la même façon qu'ils invoquent des lois de commerce américaines quand ils restreignent, par exemple, l'entrée de l'aluminium ou de l'acier pour des raisons prétendument de sécurité nationale. Mais au bout du compte, s'il fallait arbitrer ce genre de litige-là en droit international, c'est d'après les accords de l'OMC ou encore d'après les accords de libre-échange qui lient les États-Unis, par exemple l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui entrera en vigueur à la fin de l'été, ou aujourd'hui l'ALENA. Donc, c'est en vertu de ce genre d'accord qu'il faut justifier ce type de mesure. Et donc, par voie de conséquence, ça nous amène à penser que, indépendamment des clauses qui sont prévues, notamment dans l'accord de libre-échange nord-américain, on n'est pas à l'abri d'une décision unilatérale des États-Unis, par exemple, pour certains produits agricoles. Je reviens aussi, on a été frappé ces derniers jours par la publication d'un communiqué commun entre l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé et la FAO, qui émettait des craintes que la situation amène un certain nombre de pays à vouloir justement prendre des précautions en restreignant leurs exportations. Et on voit dans le même temps que la Russie, que l'Ukraine, que le Kazakhstan ont déjà pris des mesures soit de contingentement, soit de fixation de licences d'exportation, enfin des mesures qui peuvent apparaître comme déjà un avant-goût de restriction. Est-ce que ça risque de s'emballer dans ce sens-là? Il est évident que c'est un risque. Chacun revient un peu à son quant à soi quand on a ce genre de crise. On l'a vu avec le matériel médical, les gens n'ont pas joué très fair-play. Il pourrait arriver que ce genre de comportement-là s'étende au secteur agricole et qu'il y ait des mesures de refermement, de repli sur soi quant au marché de ce que nous devons consommer. Vous l'avez souligné à raison, les 3 directeurs généraux de l'OMC, de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé ont souligné que c'était un important péril parce que dans ce genre de situation-là, et j'espère que ce sera une leçon historique que tous retiendront, c'est la coordination entre États, entre gouvernements qui est la plus importante, que chacun se ferme sur lui-même et voit son intérêt national. Ça peut être un réflexe peut-être naturel dans un premier temps, mais ensuite, on ne peut pas faire l'économie de s'assurer que nos voisins se portent aussi pas trop mal, puis que le système commercial, le système mondial, la sécurité internationale et une certaine prise en compte collective de l'intérêt de tous est au cœur de nos préoccupations. Et ça, c'est extrêmement important. Je me suis beaucoup réjoui de ce communiqué-là.
il ne faut pas perdre de vue que, COVID ou pas, on reste dans un monde où les défis sont globaux. Les défis alimentaires sont globaux, les défis environnementaux sont globaux, les défis qui sont liés à l'électronique, à la fiscalité, aux migrations et autres sont des dossiers qui ne connaissent pas les frontières et nous n'avons pas le choix d'assurer une coordination entre gouvernements sur ce type d'enjeux. Et ça, c'est s'il fallait retenir un message, à mon point de vue, une leçon de la COVID, c'est bien celle-là. Le repli sur soi ne mène à rien à moyen et à long terme, même si à court terme, ça peut sembler charmant de s'assurer des approvisionnements locaux ou en tout cas qui sont près de nous. Donc, vous nous assurez, M. Ouellet, qu'il y a bon espoir qu'il y a encore pas mal de traités internationaux qui soient en vigueur après le passage de la COVID. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Maintenant, ce type de traité-là tend à changer. Et la COVID risque d'accentuer un phénomène que l'on a commencé à constater il y a plus ou moins 7 ou 8 ans et qui s'est accentué avec l'administration Trump. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le commerce géré ou managed trade. C'est un commerce par lequel, dans les accords de libre-échange, on convient de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus serrée, des contingents que nous échangeons et des conditions dans lesquelles nous échangeons ces contingents. Par exemple, on a vu dans le dernier accord intervenu, un accord partiel entre la Chine et les États-Unis, on a vu qu'il y a là non seulement des contingents d'importation, des engagements pris par ceux qui importent, mais il y a aussi des engagements d'achat. Alors, vous aurez peut-être vu que les Chinois s'engagent à acheter tant de tonnes de soya de la part des États-Unis chaque année. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est le genre de choses où on va un cran plus loin qu'avant. On s'engage aussi dans les accords de libre-échange qu'on signe maintenant à convenir des conditions de production. Alors, on dicte, par exemple, au Mexique, le salaire minimum dans l'industrie des pièces automobiles. Ou alors, on interdit au Canada de signer un accord de libre-échange avec une tierce partie, la Chine, sans consulter les États-Unis. Ou alors, on convient de certains types de production, de certaines conditions sociales, environnementales de production, et on fixe des plafonds beaucoup plus serrés qu'avant quant aux quantités que l'on échange. Les flux de commerce sont donc gérés de façon beaucoup plus serrée, beaucoup plus pointue, balisée qu'auparavant. Et donc, pour conclure un peu là-dessus, les accords de libre-échange ne visent plus seulement qu'à abaisser les barrières au commerce et donc favoriser le libre-échange. Elles visent à gérer le commerce, à connaître de façon beaucoup plus serrée qu'avant qu'est-ce qui sort de chez l'un pour entrer chez l'autre, à quelles conditions et selon quel mode de production. Et ça, c'est le commerce géré. Et de ce point de vue-là, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on est sorti de l'ère du libre-échange pour entrer dans l'ère du commerce géré. Ce sera tout autant de la mondialisation, mais pas la même forme de mondialisation. Monsieur Ouellet, merci. On va permettre à Éric donc, de faire intervenir nos différents participants de ce midi, que ce soit sur le thème des traités internationaux ou des transformateurs laitiers suite à l'échange avec Mme Bibot. Merci Yannick. Merci Richard Ouellet. Vous regardez la quotidienne agricole et agroalimentaire, celle du mercredi 15 avril, en direct aujourd'hui ou en différé, si bon vous semble, bien sûr. Nous avons comme invité aujourd'hui Richard Ouellet. Il est professeur titulaire à l'Université Laval. Ses thèmes de recherche ont porté sur le droit international économique, le droit de l'OMC ou encore les mesures sanitaires et phytosanitaires, ce qui est fort intéressant et pertinent pour nous. C'est ce qu'on fait. On fait appel à différents spécialistes pour vous expliquer d'une autre façon et avec une autre voix les changements qui s'en viennent avec le coronavirus et en agriculture, en agroalimentaire, bien sûr. Notre autre invité aujourd'hui, Mathieu Frigon. Lui est président directeur général de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Il a beaucoup été question de lait depuis hier. Il en est encore question aujourd'hui. Monsieur Ouellet, j'ai une question de notre internaute de Saint-Raymond-de-Portneuf qui doit écrire, même s'il est branché. Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon, participe avec nous ce midi. Il se tait puisque la vidéo ne lui permet pas, mais il nous écrit quand même, et cette question s'adresse à vous, Richard Ouellet. Est-ce qu'un État peut développer un potentiel de production par des subventions afin de développer sa sécurité alimentaire en cas de pandémie? Donc, si j'entends bien, est-ce que l'État peut développer un État donc en développement, un État pauvre? Quoi, est-ce qu'un État peut développer un potentiel de production? Je pourrais peut-être préciser un peu, si vous permettez. Si le Québec décidait d'accroître de façon substantielle son niveau d'autosuffisance par des programmes de subventions plus agressifs, supposons, mettons un exemple dans le domaine des serres, est-ce qu'un État pourrait porter plainte pour une genre de concurrence déloyale?
Alors, les accords de commerce, comme vous le savez peut-être, dans le domaine agricole, tout le secteur agricole, en fait, est un peu la pierre d'achoppement des négociations qui ont cours à l'OMC depuis 2001, depuis le cycle de Doha. Et donc, on est à moitié dans le droit, puis à moitié dans la politique et les confrontations. Donc, on est dans quelque chose d'un peu hybride ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, le système OMC, le système des accords de libre-échange, permet ce qu'on appelle le soutien interne, c'est-à-dire des systèmes de subventionnement qui sont donnés aux producteurs, mais ces systèmes de soutien interne ne doivent pas servir à faire de l'exportation. On ne veut pas de subvention à l'exportation. Ça, le système OMC ne le permet plus. Et le soutien interne, donc aux producteurs, on va toujours l'évaluer un peu à la pièce, un peu au cas par cas, essayant de voir si cette subvention, à chaque fois, permet de soutenir une industrie qui démarre, une industrie qui a besoin d'aide, qui cherche ses marchés, ou alors si le soutien interne, donc les subventions qui ont été données à un secteur, une partie du secteur agricole, servent plutôt à empêcher les importations. Si c'est le cas, là, ça a un impact sur le commerce international et là, à l'OMC, on va commencer à s'en mêler. Mais s'il s'agit simplement de soutenir une agriculture plus locale, de favoriser une production qui est peut-être peu lucrative à une certaine époque, là, en général, les gouvernements seront laissés tranquilles, on va les laisser subventionner. Donc, soutenir une agriculture plus agricole, ça se fait dans tous les pays du monde. Il s'agit de ne pas abuser et de ne pas fermer les frontières aux possibilités d'importation des autres. Donc, dans les secteurs où le Québec, par exemple, voudrait augmenter sa production et sa consommation locale, bien, il s'agira d'y aller à pas feutrer. Et si on fait les choses bien, normalement, on est capable de faire passer ça dans le système commercial multilatéral. Mais comme je vous dis, c'est évalué au cas par cas. Il y a la fameuse, pour ceux qui sont peut-être familiers avec ce genre de choses-là, il y a la fameuse boîte bleue, qui est un système, le Blue Box, qui est un système par lequel on essaie d'évaluer si une mesure d'aide a eu un effet sur la production, ça a eu un effet d'auto-limitation ou au contraire, ça a permis de favoriser, par exemple, de meilleurs revenus des producteurs. Et on va toujours essayer de voir dans quelle mesure on a empêché les autres d'exporter dans ce pays-là. Et c'est ça qui est toujours la clé pour évaluer ce type de système. Merci, M. Ouellet, de cette réponse. Et je ferai appel, on va passer la parole à Mathieu Frigon, qui a une question pour M. Desbailleul et également pour vous, M. Ouellet, restez pas loin. Mais faire appel également au public, parce que comme nous sommes web diffusés sur la page Facebook de la vie agricole, eh bien, il est possible de participer à l'émission, tout comme le fait depuis hier Stéphane Hull, qu'il faut saluer. Et il nous rappelle le droit de regard des États-Unis sur notre politique laitière, la belle entente de Trudeau, c'est le commentaire que nous faisait Stéphane, qu'il faut saluer. Si vous voulez vous aussi poser des questions, vous nous voyez sur la page Facebook de la vie agricole. Vous êtes les bienvenus donc pour intervenir et je transmettrai les questions à nos intervenants selon à qui elles s'adressent. Monsieur Frigon, à vous la parole. Oui, merci. Je peux me le permettre. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre exposé, M. Ouellet. Une question, puis là, je retourne un peu à 20 ans à mes cours de maîtrise, et la théorie du commerce international, le modèle ricardien de l'économiste anglais David Ricardo qui disait que les pays vont se spécialiser dans ce qu'ils font relativement de mieux. Pour faire le lien avec cette crise-là, par exemple, dans le contexte de ce modèle-là, si la Chine fait relativement mieux de l'équipement médical, elle va se spécialiser là-dedans et les autres pays devraient importer l'équipement médical. Je crois que si la crise du COVID-19 va remettre en cause en profondeur ce modèle-là, que je trouvais qu'il a toujours été un peu un modèle, je dirais peut-être naïf, dans le sens qu'il est dénué d'économie politique. Je voudrais avoir peut-être votre boule de cristal, autant M. Ouellet, M. Desbailleul, vous y avez déjà fait allusion, ça va être quoi l'impact à long terme de cette crise-là? Non seulement, j'ai parlé de l'équipement médical, mais aussi sur l'alimentation. Je pense que c'est De Gaulle qui disait les États n'ont pas d'amis, ont seulement des intérêts. Est-ce que ça va être le retour en force là, puis la disparition d'un modèle ricardien qui dit, bon, ben c'est le libre-échange à tout craint. Merci. M. Frigon. Je ne sais pas si je réponds en premier, mais effectivement, la référence à Ricardo m'interpelle parce que, comme
Mathieu le sait, j'avais la responsabilité d'un cours d'histoire de la pensée économique et que, évidemment, j'abordais la question de Ricardo, puisqu'il est resté à la base de la théorie du commerce international. Et ce que j'ai expliqué aux étudiants, c'est que, notamment, Ricardo a basé sa démonstration sur un exemple qu'il connaissait, c'était l'importation de Porto du Portugal contre l'exportation de draps vers le Portugal. Et il se lance dans des démonstrations arithmétiques assez sophistiquées. Et Mathieu, tu viens de faire allusion au concept d'économie politique. Il n'y en avait pas du tout chez lui. Or, si on examinait la façon dont la réalité, c'est que ceux qui exportaient du drap vers le Portugal et qui importaient du Porto, c'était des négociants anglais. Et d'ailleurs, il suffit de voir combien de marques de Porto aujourd'hui portent des noms anglais parce que c'était déjà la réalité au XIXe siècle. Donc, on était en fait dans une réalité d'économie politique. Ce que lui a avancé comme une sorte de théorie spontanée de liberté, d'égalité de l'ensemble des partenaires au nom de soi-disant avantages comparatifs, c'était déjà institutionnaliser un rapport de force qui faisait de l'Angleterre un acteur majeur et puissant dans les échanges. Et c'est ça qui a été transposé en quelque sorte dans une sorte de théorie du libre-échange. Merci Guy. On me souffle à l'oreille. Monsieur Ouellet, vous voulez réagir? Je vous laisse aller, allez-y. Merci. Ben, d'abord, un mot pour dire que je partage complètement les propos de Guy Debailleul, qui a très bien mis la table. Je pense que c'est tout à fait juste. J'ajouterais 2 éléments. Le premier, c'est que les dynamiques en matière de commerce agricole ont toujours été un peu opposées à la dynamique de l'avantage comparatif ou voire de l'avantage absolu. Dans le sens suivant, c'est que même si on remonte, je sais pas, par exemple au Moyen Âge, chaque seigneur a toujours voulu éviter de trop dépendre de l'approvisionnement agricole de la cité ou du bourg voisin. En cas de conflit armé, on ne voulait pas être privé des céréales ou de la viande dont on a besoin pour nourrir sa population. Et donc, cette espèce d'autosuffisance, on a toujours voulu la garder. Et c'est encore vrai au 21e siècle, non pas parce qu'on a peur des conflits armés avec le bourg voisin, mais parce qu'on ne veut pas qu'un autre pays contrôle le prix de ce que nos gens consomment sur une base quotidienne. On veut un minimum de contrôle sur notre économie agricole. Deuxième élément de réponse que je voudrais ajouter à celle de Guy Debailleul, c'est que, et je pense que tout le monde le sait maintenant, peut-être qu'un produit vient d'un pays donné. Moi, je ne sais pas, le cacao vient de la Côte d'Ivoire ou les bananes viennent d'Amérique centrale. Mais est-ce que ce sont les Ivoiriens qui contrôlent le commerce du cacao? Et est-ce que ce sont les gens d'Amérique centrale qui contrôlent le commerce de la banane? Ben, pas du tout. Alors, le fait qu'un produit vienne d'un carré qui se définit par des frontières plus qu'un autre, ça ne révèle pas nécessairement les intérêts qu'il y a derrière le commerce de ce produit-là. Et donc, beaucoup de gouvernements, et nous avons au Canada cette sagesse-là de faire les choses comme il faut, veulent s'assurer que pour les produits dont on fait, les produits agricoles dont on a besoin, dont on fait le commerce, ben, le gros de nos intérêts sont contrôlés par des gens de chez nous. Et ça aussi, ça échappe à la dynamique de l'avantage comparatif de David Ricardo et à la théorie du libre-échange. Donc, le domaine agricole a toujours un peu échappé à l'application, en tout cas, de cette théorie-là. Et il y a toujours eu un choc frontal entre les deux visions. Et vous avez raison, peut-être que si David Ricardo avait fait des cours d'économie politique un peu plus longtemps ou plus tard dans l'histoire, il aurait peut-être tempéré ou modéré un peu sa théorie. Ricardo, là, vous n'êtes pas dans la même cuisine que moi, là, c'est pas celui qui fait du pain ce temps-ci. Luc Boivin, réaction sur les transformateurs. David Ricardo. Oui, David, oui, bon, j'avais compris, Guy Debailleul, j'avais bien compris. Les gens de l'Université Laval parlaient de Ricardo. Nous, à l'UQAC, où j'ai étudié, moi, j'analysais plus David Foote au niveau de la démographie et les habitudes des consommateurs. C'est ce que j'ai hâte de voir avec le COVID, c'est comment, justement, la démographie et les habitudes des consommateurs vont changer. Puis ça, c'est des entreprises agroalimentaires, s'ils ont quelque chose à regarder, c'est comment le consommateur va se comporter, puis comment la démographie va influencer l'économie. Parce qu'on a des sociétés qui sont plus vieilles, comment ça va influencer justement les
décisions. Le consommateur va être à la base de la reprise, je pense. Luc Boivin, t'enquête là. Est-ce que. Pour Mme Bibeau, maintenant, la question, oui. Toujours attristé de voir comment certains politiciens ne répondent pas aux questions. J'aurais aimé de Mme Bibeau, franchement, qu'elle dise qu'elle a retardé l'annonce, que peut-être que ça a été beaucoup plus difficile pour elle de convaincre le ministère des Finances d'aider les transformateurs laitiers. Elle a à plusieurs reprises promis de nous aider. Écoutez, ça fait maintenant, Mathieu, 2 ou 3 ans qu'on travaille sur des comités pour expliquer l'impact, comment l'industrie va être positionnée, comment nous serons fragilisés, l'impact des marges sur le secteur de la transformation. Là, on arrive en crise, puis tout à coup, on s'aperçoit, bien, mon Dieu, la capacité de transformation dans le beurre est à 110 de capacité. Les usines de poudre, il y en a qui ont été fermées. Il y a des laiteries qui ont fermé. Il y a des fromageries qui se sont consolidées. Mon Dieu, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on parle de ce qui arrive là. On n'était vraiment pas prêt à faire face à la crise. Puis là, maintenant, bien, on n'a toujours pas de oui, c'est bon joueur, les associations parlent avec les chefs de cabinet, tout ça, mais réellement, concrètement, est-ce qu'on a des annonces, est-ce qu'on a des mesures? La réponse est non. Non, puis je regarde. D'autant plus, Luc, ce que Mathieu disait tout à l'heure, là, le fromage qui arrive à 7,50 $ le kilo au port de Montréal, alors que pour payer le lait est à 8 quelque chose. C'est un très bon exemple. D'ailleurs, on regarde les mesures de la CCL. Bon, concrètement, c'est quoi? On fabrique du fromage cheddar qu'on va mettre dans nos chambres froides, d'accord, qu'on va stocker. La CCL va nous aider en nous donnant l'argent sur le fonds de roulement pour supporter le paiement du lait à la ferme qui doit se faire aux 15 jours. Va supporter un peu les frais d'entreposage, donc payer la réfrigération, les coûts d'entreposage, le coût de l'entrepôt. Mais à la sortie de crise, on va se ramasser dans un marché où il va falloir vendre ce fromage-là. Il va falloir le vendre en compétition avec des fromages qui vont arriver d'Australie, qui vont arriver d'Irlande dans le cas des fromages cheddar, à des prix qui sont nettement moins chers qu'on a actuellement. Puis là, je vois aussi, j'ai des appels présentement de restaurateurs qui disaient « As-tu du fromage pas cher? Je veux me stocker. » Non, j'en ai pas parce que je ne veux pas justement vendre à perte des produits pour perdre un marché demain. Quand la reprise va arriver, si je ne vends pas parce qu'on a stocké, je dis à mes gens, moi, c'est le fromage qu'on ne mange pas aujourd'hui, on ne le mangera pas 2 fois demain. Fait que c'est clair que on a des défis importants, puis ça va clairement, on va avoir besoin d'aide. Est-ce que le COVID va accélérer l'aide? Je ne sais pas, parce qu'on devait normalement, les promesses qu'on nous avait faites, c'est soyez patients, dans le prochain budget, vous allez avoir des annonces pour aider le secteur. Là, le budget a été reporté au calendrier. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des annonces? J'aimerais que la ministre, clairement, se positionne. C'était quoi les annonces? Si le budget avait lieu au mois d'avril, c'est quoi qu'on se serait attendu dans le budget du mois d'avril à recevoir? Parce que l'engagement était clair et ferme. Là on semble oublier. J'ai vraiment hâte que... Est-ce que la situation de la COVID-19 va plutôt créer une épuration naturelle et que finalement, après la COVID, ils vont repartir avec ce qui reste? Bien, la question était pertinente à Mathieu. Est-ce que certains fonctionnaires à Ottawa se frottent les mains en disant, bon, peut-être que le COVID va accélérer ce qu'on aurait souhaité? Écoutez, on entend toutes les sortes. Hein. Quand on parle à certains fonctionnaires, il y en a qui ont trouvé que dans les 3 ententes commerciales qui ont été signées à mots couverts, ils disent que la gestion de l'offre est une épine de négociation pour le Canada. Puis, pour eux, ça a été un problème. Il y en a d'autres, des politiciens libéraux, des anciens ministres qui ont dit que ça a été discuté dans le passé, la problématique de la gestion de l'offre au Canada. Tu ne peux pas défendre la gestion de l'offre à moitié. Tu la défends ou tu la défends pas, puis penser que tu vas la trouer puis qu'elle va continuer à tenir. Un barrage, quand tu te mets à voir fissurer puis à percer, ben ça va fuir tantôt. Puis, écoutez, les producteurs ont les mêmes préoccupations. Moi, je suis un défenseur de la gestion de l'offre, mais il faut être conscient que pour qu'une gestion de l'offre soit soutenue, il faut qu'elle soit soutenue de la production laitière jusqu'à la transformation, aller jusqu'au détaillant. C'est l'ensemble de la filière. Puis est-ce que ça protège le consommateur? La réponse est oui. Le consommateur est protégé. Mathieu, les données de consommation qu'il a fournies tout à l'heure, le consommateur canadien n'a pas payé les frais de la gestion de l'offre parce qu'en réalité, c'est les transformateurs qui ont vu leur marge
s'écraser. Le consommateur canadien a eu d'excellents prix pour les produits laitiers dans les 5 dernières années. Pour reprendre l'image, juste Luc, pour terminer pour moi part, l'image de la balance, vous êtes au milieu à discuter avec les producteurs et à discuter avec le distributeur. Vous êtes en plein milieu. Là, actuellement, je crois comprendre, vous disiez hier qu'il y avait des discussions quand même intéressantes avec les producteurs. Est-ce qu'on risque pas justement de tomber dans l'autre côté du balancier, de dire finalement, nous, on va s'associer avec le plus fort, avec le distributeur? Écoutez, dans les discussions de négociation, je peux vous dire que certains producteurs sont extrêmement fâchés qu'on ramène toujours sur la table. Écoutez, vous pouvez nous augmenter nos prix de produits laitiers dans les classes 1, 2, 3, mais encore faut-il qu'on ait la capacité de transmettre ces augmentations-là au niveau des clients. Si les producteurs disent ça, ce n'est pas notre maudit problème, écoutez, on ne s'en sortira pas. La gestion de l'offre, pour qu'elle tienne, les producteurs et les transformateurs sont dans le même bateau et doivent s'assurer que l'ensemble de la filière réussit à fournir aux Canadiens un produit laitier à bon prix, mais en soutenant les marges de l'ensemble de la filière. Est-ce que les producteurs ont un travail à faire? Certainement. Est-ce que les transformateurs ont un travail à faire? Certainement. Et je peux vous dire que dans les 5 dernières années, le secteur de la transformation a travaillé très fort pour se moderniser. On a investi contre vents et marées pour être plus productif dans nos usines. On a dû faire face à la consolidation en raison des ententes commerciales qui ont commencé à l'entrée. Si on regarde les fromages fins, on est rendu à 7 à 8 millions de kilos de fromage qui ont rentré cette année. Les inventaires ont augmenté. Est-ce que les données de consommation ont tout absorbé ça? Écoutez, je ne peux pas vous dire que la consommation canadienne, oui, on était sur une lancée, Mathieu va donner les chiffres, mais 1,5 d'augmentation dans le secteur des fromages. Et ça incluait les fromages importés. Donc, on a la deuxième vague de CITA à recevoir. On a Trans-Pacifique et on a surtout les États-Unis qui vont venir nous attaquer dans des produits frais. Donc, il faut comprendre que les ententes commerciales n'attaquent pas le secteur laitier dans sa globalité, mais surtout au niveau des produits qui assurent les meilleures marges, autant au niveau des transformateurs et surtout au niveau des producteurs. On a Mathieu Frigon qui voulait intervenir. On a Mathieu Frigon qui voulait intervenir. Dernière intervention. Ensuite, Guy, un quiz justement portant sur le lait. Ça complétera l'émission d'aujourd'hui. Il va être 13h dans quelques instants, messieurs. Mathieu, qu'est-ce qu'on avait ajouté? Oui, rapidement, pour ajouter à ce que Luc a dit, on regarde l'automne avec appréhension, même si on présume une reprise des activités dans la restauration, etc. Il y a eu un ralentissement des importations. Il y a l'accord Canada, États-Unis, Mexique qui va rentrer en vigueur. Encore plus de quantité de fromage et d'autres produits laitiers qui vont rentrer. Donc, le phénomène que je parlais tantôt là, d'un effet énormément déstabilisateur sur la transformation risque même de s'accentuer dans les prochains mois en raison des volumes additionnels, autant des importations du partenariat transpacifique, Europe et les États-Unis. Puis il est certain que pour une gestion de l'offre durable, ça prend à la fois un secteur de la production et de la transformation qui est viable. Ça, je pense que tout le monde en est conscient dans les filières. Maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce principe-là est respecté. Merci, Mathieu. Merci beaucoup de votre participation active, Mathieu Frigon, Richard Ouellette, particulièrement nos deux invités du jour. Guy Duval nous a préparé un quiz pour terminer. Je vous invite à tous participer. Oui, on va mettre un peu à l'épreuve vos connaissances sur le lait en général. Vous allez voir qu'on a des questions très de base. On verra bien si vous saurez y répondre. Guy, qu'est-ce qu'on raconte ce midi? Allez, on va commencer avec les premières questions du quiz. Guy Duval, oui? Le temps nous presse. J'ai 3 petites questions. 1, le nombre de vaches laitières au Canada en 2019. A, 968 000. B, 1 150 000. Ou C, 1 310 000. Essayez. 168 000. 968 000? Oui. Bonne réponse. C'est bon. A, c'est bon. On va parler de fromage. La quantité moyenne de fromage produit annuellement au Québec. A, 223 millions de kilos. B, 310 millions de kilos. Ou C, 401 millions de kilos. C'est celui que je B. Qui a répondu? Je dirais B, moi, mais... On attend une réponse. 223 millions de kilos, qui représente en poids 37 628 éléphants. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ça inclut les fromages industriels et les fromages fins. Oui, j'imagine, je peux pas. Je suis pas assez connaissant. Et une famille moyenne au Québec mange environ
combien de kilos de fromage annuellement? Pendant la COVID ou avant la COVID ou après la COVID? Assez! Une famille moyenne au Québec mange 30 kilos de fromage annuellement, qui représente 90 blocs de 300 grammes. 30 kilos. Alors, c'est mon petit quiz de... Monsieur Debaillard a mal aux articulations, y penser. Ah non, mais je trouve que c'est... Je pensais que c'était moins que ça. Les Français en mangent plus encore. Oui, moi, pour nous, on en mange plus que 30 kilos, en tout cas. Mais les Asiatiques, très peu en revanche. C'est une autre histoire. Mais les consommateurs au Canada en mangent beaucoup dans l'intérieur des menus, la poutine, la pizza. Du côté de la France, je pense au niveau des fromages, plus manger à la table, c'est plus élevé. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce midi. Il fut très agréable de vous entendre et d'en apprendre beaucoup sur les sujets de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le lait qui est au cœur de nos discussions, mais d'autres produits également. Rendez-vous demain à compter de midi, puisque dans quelques 3 minutes, le premier ministre, à l'heure du Québec, à 12h57 aujourd'hui, mercredi, le premier ministre François Legault prend la parole, s'adressant à la population québécoise. Si vous nous avez regardé de partout sur la planète, on se concentre sur les déclarations de notre premier ministre dans les prochains instants. Mais rendez-vous demain, dès midi, pour notre prochaine quotidienne agricole et agroalimentaire présentée ici sur la page Facebook de La Vie agricole. À demain, midi. À demain. Merci. Compte